La première vidéo de cette série a permis d'introduire le sujet et de poser quelques problèmes à partir de la critique de l'introduction de Jean-Paul Krivine du dossier Sexe-Genre du numéro 347 de la revue Sciences et Pseudosciences, édité par la FIS. Dans cette première vidéo, j'ai ainsi abordé différents points. J'ai présenté la FIS et la revue Sciences et Pseudosciences qu'elle édite. J'ai également introduit le travail d'Odile Fillot via le podcast Méta de choc. J'ai évoqué l'homme de paille envers Judith Butler et à plus grande échelle envers les études sur le genre, qui soi-disant nieraient la biologie. Et enfin, j'ai également évoqué la problématique psychologie évolutionniste. Dans cette deuxième vidéo, je vais m'appuyer sur quelques passages du premier article de Franck Ramu, publié toujours dans ce dossier Sexe-Genre du numéro 347 de la revue Sciences et Pseudosciences. Je le rappelle, cet article est une adaptation d'une conférence donnée par Franck Ramu le 26 janvier 2023 dans le cadre de rencontres organisées par le comité lyonnais de la FIS. Cette conférence est disponible sur YouTube via la chaîne de la FIS Lyon. Dans cet article, Ramu souhaite définir correctement certains termes pour apporter de la clarté au débat. Mais à mon sens, il entretient au contraire plusieurs confusions que je vais essayer de mettre en lumière et de discuter. Le premier article de Franck Ramu titré « Sexe et genre, de quoi parle-t-on ?» a pour objectif de définir des termes importants. Le sexe, le genre, l'identité de genre, l'expression de genre, l'orientation sexuelle, la dysphorie de genre et d'évoquer les relations entre toutes ces caractéristiques. Franck Ramu est directeur de recherche au CNRS, chercheur en sciences cognitives à l'École normale supérieure PSL. Il commence par expliquer l'objectif de sa démarche. Pour cela, il distingue le langage social et le langage des sciences. Je cite. « Un langage social permet la discussion entre personnes, le maintien de relations sociales harmonieuses, on cherche à rester polis les uns avec les autres, à ne pas utiliser des mots qui vont fâcher, etc. Ce langage social ne vise pas nécessairement la précision. De son côté, le langage des sciences joue un rôle différent. Il sert à décrire de la façon la plus précise possible le monde et les lois qui le régissent. En science, des distinctions doivent être opérées. Certaines sont indispensables pour bien comprendre les phénomènes et les gommer ne ferait que brouiller les tentatives de compréhension. Alors là, lorsqu'il parle de gommer des distinctions, j'ai l'impression qu'il fait référence au discours qui nierait la biologie en confondant genre et sexe, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Ensuite, Ramu donne une première définition biologique du sexe chez les mammifères. Donc, il se restreint bien aux mammifères. Je cite. « Chez les mammifères, la reproduction est dite sexuée anisogame, ce qui signifie qu'il y a deux types sexuels qui portent des gamètes de taille différente. Les gros gamètes sont les ovocytes et par convention, les individus qui les produisent sont appelés femelles. Les petits gamètes sont les spermatozoïdes et sont produits par les mâles. Chez les mammifères, la fécondation ne peut se faire qu'entre un gros et un petit gamète, ce qui implique en général la copulation entre un mâle et une femelle. Cette définition est fondamentale en biologie. D'autres définitions du sexe sont possibles, mais de celle-ci découlent toutes les autres. On pourrait appeler ce sexe-là le sexe rôle reproductif. Chez les mammifères, il n'existe que deux types de gamètes, donc deux rôles reproductifs, et la catégorisation est strictement binaire. Mâle et femelle sont les noms conventionnels donnés à ces deux rôles reproductifs. Donc, première remarque. Ici, la définition biologique du sexe chez les mammifères se fait donc à partir de la fonction reproductive. Donc, à partir du rôle reproductif spécifique mâle ou femelle, par convention, on appelle également les individus qui possèdent cette fonction reproductive mâle et femelle. Il y a donc passage d'une fonction biologique, soit la fonction reproductive,
à une description qui est de l'ordre du corps entier de l'individu, voire de son identité. Donc Ramu distingue sexe-rôle reproductif, sans souligner que parler simplement de sexe serait alors un abus de langage. Ramu évoque cette extrapolation de la fonction reproductive à la dénomination des individus comme une simple convention, mais on va voir que cette extrapolation a pourtant de très grandes implications. Il poursuit en expliquant les mécanismes génétiques et hormonaux de détermination du sexe qui peuvent aboutir à différents types d'anomalies. Cela l'amène à évoquer d'autres définitions possibles du sexe que celles données précédemment du sexe-rôle reproductif. Il y a le sexe génétique, le sexe gonadique et le sexe anatomique. Je ne vais pas approfondir ces points, car ce sur quoi je vais surtout m'intéresser, c'est à cet amalgame cité précédemment entre fonction reproductive et corps entier des individus, et au fait d'insister sur la binarité. Ramu affirme ainsi que pour plus de 99% des humains, le sexe n'est pas ambigu, qu'il est mâle ou femelle, sans aucune ambiguïté. Je vais maintenant vous partager un extrait du travail de la youtubeuse Laure qui tient la chaîne Game of Earth. Dans une série de 3 audios, elle questionne la catégorie sexe dans les sciences biomédicales, se demandant si elle est pertinente et si on ne pourrait pas arrêter de l'utiliser. J'imagine Krivine et Ramu tomber dans les pommes rien qu'à cette idée. Dans ce passage, elle parle de cette extrapolation entre fonction reproductive, corps entier des individus et identité, que je viens d'évoquer. Donc, il va y avoir 2 temps dans la vidéo, dans l'audio du coup. Donc dans un premier temps, elle reprend ici la définition de Ramu du sexe-rôle reproductif, en se basant sur l'anisogamie, soit les gamètes mâles versus les gamètes femelles. Ensuite, elle développe les implications de l'amalgame entre fonction reproductive et identité. Par exemple, elle se demande, est-ce qu'on pourrait avoir le sexe mâle, mais sans être identifié comme un mâle ? L'espèce humaine est une espèce anisogame et gonocorique. Aussi, la biologie considère généralement qu'elle comporte à cet égard 2 types d'individus distincts, des mâles qui produisent des gamètes mâles et des femelles qui produisent des gamètes femelles. Ce dimorphisme gamétique découle, je le disais, de l'idée d'un dimorphisme dit sexuel. Les mâles et les femelles produisant des gamètes différents, on considère qu'ils ont des rôles reproductifs différents qui façonnent leur corps en 2 grands schémas biologiques. À partir de là, on peut chercher à expliquer les différences biologiques et comportementales des individus mâles et des individus femelles en les envisageant comme un ensemble de traits et de stratégies reproductives découlant de la spécificité des gamètes qu'ils produisent. Ce sont des thèses qui ont été soutenues par certains biologistes de l'évolution, notamment dans ce qui s'appelle la théorie de l'investissement parental, théorie qui a été élaborée au début des années 1970 par Robert Trivers ou dans la désormais largement discréditée sociobiologie. Comme vous vous en doutez, on tient là une matrice de définition binaire des individus, matrice qui apparaît très propice aux explications réductionnistes naturalisantes. On peut en venir à dire qu'un individu est son sexe, qu'il est tout entier mâle ou femelle, que son existence est déterminée par le fait qu'il produise soit des ovules, soit des spermatozoïdes, et cherche en conséquence à se reproduire du mieux qu'il peut. Mais cette conception binaire du dimorphisme sexuel et des comportements reproductifs associés, fondée sur le binarisme fondamental du dimorphisme gamétique, a fait l'objet de critiques en épistémologie de la biologie du sexe. Elles sont très nombreuses et très riches, et j'en présente ici seulement un échantillon réduit. À ce stade, nous informe Pristouraï dans sa notice mâle-femelle de l'Encyclopédie critique du genre, une affirmation reste intacte. Il y a toujours des individus mâles et femelles, c'est-à-dire des individus qui participent à la reproduction sexuelle avec des gamètes qui sont binaires. Donc, même s'il y a de la diversité dans les mécanismes développementaux de sexuation des corps, une polarité nette demeure autour du sexe individuel comme impliqué dans la reproduction sexuelle. À un moment, on est soit un mâle parce qu'on produit des gamètes mâles, soit une femelle parce qu'on produit des gamètes femelles. Mais est-ce que c'est vraiment une catégorisation pertinente ?
Suivons Prise Touraille, toujours dans sa notice mâle-femelle. Elle y pose la question de savoir si le phénomène du gonochorisme rend nécessaire la création des catégories mâle-femelle. Est-ce qu'on pourrait avoir le sexe mâle sans être un mâle? La réponse est, pour elle, oui. Bien sûr, le gonochorisme a pour conséquence le dimorphisme sexuel. Pour autant, il n'y a pas de définition trans spécifique des mâles et des femelles, aucun critère universel qui permette d'unifier ces catégories au niveau des dimorphismes sexuels. Par exemple, les individus produisant des gamètes mâles ne sont pas toujours plus gros ou plus agressifs que ceux qui produisent des gamètes femelles. Et inversement, les individus produisant des gamètes femelles ne sont pas toujours plus petits et plus réticents à l'accouplement, comme certaines théories ont pu essayer de l'affirmer. Les modalités d'accouplement et les investissements parentaux sont également très variables en fonction des espèces. Par ailleurs, la proposition de Touraille s'accorde avec les thèses d'Anne Foster-Sterling et de Thierry Hockey. Au sein d'une même espèce, les dimorphismes sexuels sont sujets à d'importantes variations. Le sexe des individus, c'est-à-dire la formation des chromosomes sexuels, des gonades, des appareils génitaux et des caractères sexuels secondaires, le sexe des individus donc, est le résultat d'un processus développemental. Et ce développement peut produire de nombreuses formes, depuis la variation des chromosomes jusqu'à celle de la pilosité faciale. Ainsi, Touraille conclut, je cite, « Parler de mâle et de femelle pour désigner les corps ne permet de rendre compte d'aucune réalité biologique au-delà du type de gamètes que les corps produisent. » Mais alors, pourquoi cette bicatégorisation demeure-t-elle? Touraille explique que c'est une bicatégorisation qui, je cite, « amène à considérer les organismes sous un seul prisme, la procréation. » Fin de citation. C'est ce que nous disions un peu plus tôt. Et pour Touraille, réduire les individus à leur fonction procréatrice sert à défendre et justifier, par l'argument du naturel, un ordre social sexiste. Et en effet, tous les aspects de la biologie, de la morphologie et de la physiologie d'un individu ne participent pas à la reproduction, n'ont pas été sélectionnés dans l'évolution comme support à la reproduction. D'une part, toute sélection naturelle n'est pas une sélection sexuelle. C'est-à-dire que si certains traits ont été sélectionnés à travers le fait qu'ils maximisent les capacités reproductives des individus, d'autres traits ont, quant à eux, été sélectionnés à travers le fait qu'ils maximisent la survie de l'individu. D'autre part, des organes et des mécanismes que l'on considère généralement comme ayant une fonction reproductrice n'y sont en réalité pas cantonnés. Par exemple, Touraille explique, en s'appuyant sur des travaux d'écologie comportementale et de neurosciences comportementales, je cite, les sensations hédoniques que procure la stimulation des organes sexuels peuvent seules constituer la motivation nécessaire à l'activité sexuelle. Ce sont ces sensations qui sont la cible de la sélection, évolutivement parlant, et non la procréation. Fin de citation. Un trait qu'on présente comme faisant partie du sexe d'un individu, comme étant le produit du dimorphisme sexuel, n'a pas forcément de fonction reproductive. Ce trait ne participe pas nécessairement à la production d'un gamète mâle ou femelle, ni nécessairement à faire en sorte que ce gamète en rencontre un autre. Il apparaît donc inapproprié de conserver la bicatégorisation mâle-femelle. Elle désigne les individus tout entiers comme des producteurs de gamètes, et c'est à tort qu'elle dévoue leur entière biologie à cette tâche reproductive. Une telle bicatégorisation tente ainsi à induire des représentations inexactes de la biologie du sexe en général. Et cela alimente, en conséquence, dans le cas de la biologie du sexe chez les humains, des représentations sociales réductionnistes et différentialistes qui envisagent le sexe individuel comme un fondement premier de toute anatomie et de tout comportement, et présentent non seulement les comportements sexuels, mais également l'ensemble des comportements des individus sous le seul prisme de la reproduction. C'est à la fois faux et dommageable politiquement, entraînant sexisme, homophobie, transphobie, pathologisation des personnes intersexes, etc. En s'appuyant sur les travaux de Prise Touraille, anthropologue, Laure de la chaîne Game Overs développe les implications liées au fait d'amalgamer fonctions reproductives, corps entier des individus et identité. Cet amalgame induit d'attribuer à cette fonction reproductive certaines caractéristiques anatomiques et comportementales des individus. Cette attribution est pourtant un geste interprétatif, plutôt qu'une réalité biologique étayée par des preuves. Elle évoque ainsi les comportements sexuels qui sont dans de nombreux discours, et particulièrement de psychologie évolutionniste, assimilés à des traits sélectionnés par l'évolution pour optimiser le succès reproductif. Cependant, chez les humains, la seule recherche du plaisir peut expliquer la motivation à avoir la plupart des rapports sexuels. Est-ce que vous pensez que lorsque vous voulez avoir des rapports sexuels, vous êtes au fond porté par la nécessité de vous reproduire? Certaines personnes vont alors dire que le plaisir a été sélectionné pour maximiser la reproduction. Mais si c'était le cas,
cela n'impliquerait-il pas que ce soit les personnes qui ressentent le plus de plaisir lors des rapports sexuels qui soient celles qui se reproduisent le plus ? Ou bien alors, on devrait avoir besoin du plaisir pour se reproduire. Or, une femme peut très bien tomber enceinte sans avoir ressenti de plaisir lors du rapport sexuel fécondant. De plus, le clitoris, organe déterminant dans l'obtention du plaisir lors des rapports sexuels, ne joue pourtant pas de rôle flagrant ou déterminant dans la reproduction stricto-sensu. Et que dire des personnes qui ne veulent pas d'enfants ? Doivent-elles alors être considérées comme des personnes contre nature ? Doit-on dire d'elles qu'elles se sont affranchies des lois de l'évolution ? N'est-il pas plus judicieux de relativiser le rôle de la sélection naturelle et de l'évolution dans des comportements pouvant être également analysés au prisme de détermination culturelle, psychologique et sociale ? Je suppose qu'il y a une littérature conséquente en sciences humaines à ce sujet. On sait que les pratiques sexuelles varient en fonction des lieux et des époques. L'exemple typique, c'est la pédérastie pendant l'Antiquité grecque. On voit bien que cette histoire de maximisation de la reproduction par la sélection naturelle de certains comportements n'est pas si évidente que ça. À ce sujet, si vous souhaitez approfondir, je vous renvoie à 2 ouvrages qui m'ont ouvert l'esprit au sujet de la sexualité humaine. Il y a l'ouvrage du docteur en neurosciences Serge Wunsch sur les origines de la sexualité humaine, ainsi que l'ouvrage du sociologue états-unien John Gagnon sur les scripts de la sexualité humaine. On voit donc un peu mieux les limites et les abus liés à la bicatégorisation du sexe et au fait d'extrapoler ce qui est une fonction reproductive à l'entièreté des corps et à l'identité des individus. Dans ce paradigme, la bicatégorisation sociale homme-femme apparaît comme le prolongement de la bicatégorisation sexuelle mâle-femelle, elle-même construite à partir de l'extrapolation des fonctions reproductives mâles et femelles au corps entier des individus. C'est une forme de réductionnisme. Les corps et les individus sont ainsi réduits à leur rôle reproductif. Revenons au premier article de Franck Ramu. Après avoir défini le sexe, il s'intéresse au genre. Je cite : « Bien préciser les termes et les définitions pourrait couper court à une bonne partie des controverses. C'est sans compter que certaines personnes amalgament le mot sexe avec la notion de genre, ce qui impose de bien définir ce concept également. » Donc ici encore, il ne parle d'aucune personne en particulier, donc je vous renvoie aux épouvantails qu'on a vus en première vidéo. Donc là, moi, je me marre un peu parce que pour définir le genre, Ramu se contente d'un tout petit paragraphe, alors que le genre, c'est une énorme masse de travaux. Donc je trouve ça assez grotesque qu'il prétende définir le genre avec un si petit paragraphe, alors qu'il a consacré plusieurs pages à parler du sexe biologique. Ramu, comme Krivine, reparle des sociologues qui débattraient pour savoir si les représentations sociales liées au genre seraient socialement construites ou découleraient partiellement d'intérêts, de préférences et de comportements qui sont intrinsèquement différents entre les mâles et les femelles. On a vu précédemment avec Odile Fillot qu'au moins en ce qui concerne les sociologues, c'était un gros homme de paille. Il poursuit, c'est une question fondamentale et il se pourrait en effet que la biologie refasse ici son apparition. En fait, c'est fascinant parce que dans le paragraphe précédent, Ramu insistait sur la nécessité de distinguer les concepts de sexe et de genre, mais dans ce paragraphe, lui-même les confond. Il utilise le terme sexe là où il aurait dû utiliser le terme de genre puisqu'il est en train de définir ce qu'est le genre. Je cite : « Cette répartition des rôles masculins et féminins implique une spécialisation des tâches entre les sexes et une hiérarchisation des valeurs et représentations associées. » Cette maladresse nous met sur la piste, en tout cas des limites rencontrées par Ramu et dont je suppose il n'a pas conscience. Il prétend expliquer la différence entre le sexe et le genre et souligner l'importance de faire la distinction entre les deux, alors que selon moi, il entretient au contraire un amalgame entre les deux. Il sous-entend que le sexe détermine le genre. On va voir dans une troisième vidéo que ce qu'il dit dans ce second article confirme mon analyse.